8h01 sur TV Vendée, chez vous aussi normalement. Aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes le 5 juillet, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour cette deuxième heure en direct de matinale, nous sommes ensemble comme tous les jours jusqu'à 9h et comme toutes les semaines du lundi au vendredi. Aujourd'hui, au menu de votre petit déjeuner, nous avons notamment ce petit focus sur cette opération de sensibilisation dans les campings autour de l'eau. L'idée, c'est notamment d'essayer de responsabiliser tous ceux qui passent un petit peu de temps en Vendée l'été, donc pas uniquement les résidents à l'année, les vacanciers aussi, pour voir comment tout le monde peut faire des économies pour protéger les ressources en eau. Nous irons également à la rencontre d'accueillants familiaux pour découvrir ce métier qui permet aux personnes qui souffrent d'un handicap d'avoir malgré tout un petit peu d'autonomie tout en étant encadrées par une famille qui est présente toute la journée à ses côtés. Un coup de projecteur sur la semaine presque sans voiture, ça ce sera en septembre du côté de Torigny, mais on vous dit tout dès maintenant. On poursuit notre semaine de petits conseils d'été avec aujourd'hui le message de la SNSM qui va vous expliquer comment gérer une piqûre de méduse sur la plage. Vous verrez que ce n'est pas forcément de la manière à laquelle vous pensez. Du cinéma aussi dans trois quarts d'heure. Ce sera dans nos chroniques. Ça décoiffe aujourd'hui puisque Camille nous parle du dernier Mission Impossible qui sort sur les écrans mercredi. Et puis comme l'école se termine vraiment très bientôt, maintenant, il reste 2 jours, voire 2 jours et demi pour les enfants. Nous allons parler récré avec notre invité du jour, Jocelyn Baudry, est scénographe végétal. Il va venir dans un quart d'heure nous parler de ces 2 projets initiés avec Cugan et avec Tifauge, des communes qui ont décidé de remettre un petit peu de vert, de remettre un peu de chlorophylle et d'ombre à la place du bitume dans la cour. Avant cela, donc, la météo. Il fait toujours un peu frais ce matin. Je voyais à l'instant sur Internet, moins de 10 degrés. Il faisait 9 degrés du côté de Chantonnay à 7 heures. Donc, on a de belles éclaircies, certes, un petit peu de nuages, un vent qui se fait relativement discret, mais des températures donc qui ne grimpent pas, au contraire, même par endroits. Donc 14 à 18 en fin de matinée, d'est en ouest. On aura le détail après le journal. Cet après-midi, ça va se réchauffer, évidemment, mais pas tant que ça. Un petit 20 degrés, aussi bien au Sable d'Olonne et dans nos îles qu'à Pouzauges. 20 degrés aussi, 21, tiens, pour le Marais breton. Donc là, on est plutôt dans le quart nord-ouest vendéen. La Roche-sur-Yon, Chantonnay aussi. 23 degrés sur la frange sud de la Vendée. Le tout sous un ciel entaché, encore de quelques nuages, mais globalement ensoleillé cet après-midi. Les horaires de marée. La mer profite de cette matinée pour descendre doucement, puisqu'à 12h50, elle sera à son point le plus bas de la journée, coefficient 92. La prochaine pleine mer, ce sera en début de soirée, aux alentours de 19h15. On retrouve à présent notre carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous du mercredi qui s'affiche à l'écran. Le mercredi, nous pouvons citer Comquier, Saint-Pierre-du-Chemin, Mouilleron-Saint-Germain ou encore les Sables d'Olonne. J'en profite pour vous rappeler que vous allez pouvoir retrouver à partir de lundi également une nouvelle carte qui sera celle des marchés nocturnes de l'été, tous les lundis donc du mois de juillet. Il en reste 3. On balayera un petit peu les rendez-vous de marché nocturnes de la semaine qui s'annonce. On parlera aussi des feux d'artifice. Et la semaine prochaine, il y aura une carte très fournie, évidemment, en feux d'artifice. Côté éphéméride, c'est la Saint-Antoine aujourd'hui. Qui sème sa salade à Saint-Antoine en a comme la barbe d'un moine. Je suppose donc que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Qui se souvient de Dolly ? Tiens, elle est née un 5 juillet, il y a 27 ans, jour pour jour. Dolly, c'était cette brebis célèbre pour avoir été le premier mammifère cloné de l'histoire. C'est en 96. Le soleil est avec nous depuis 6h18, aujourd'hui en Vendée. Il se couchera à 22h02. Quant à nous, nous passons au journal. Avec un métier peu connu pour commencer ce journal, peu connu et que le département aimerait justement voir se développer. La Vendée compte à ce jour 88 aidants accueillants familiaux, à des personnes qui partagent une partie de leur logement avec des Vendéens âgés ou souffrant d'un handicap. Elles hébergent mais également nourrissent et s'occupent au quotidien de leurs résidents. C'est un vrai projet de famille qui nécessite une certaine organisation, même si vous allez voir qu'un nouveau dispositif expérimental devrait permettre de rendre la mission un petit peu plus simple. Alix Solanos. Oh, elle est belle. Bien joué, bébé. Lucienne, 57 ans, vit chez Anthony et Blandine depuis le mois d'avril. Le couple vient en effet d'obtenir l'agrément d'accueillants familiaux. C'est accueillir au sein de notre famille
des personnes en situation de handicap, pour notre cas. Ça existe aussi pour les personnes âgées, mais nous, c'est uniquement les personnes en situation de handicap. Les accueillir au sein de notre famille et vivre comme telles, quoi, en fait. Blandine travaillait dans la restauration. Elle a tout arrêté pour cette reconversion professionnelle. Ce métier, elle le connaissait bien puisque ses parents l'exerçaient eux aussi. Lucienne vivait d'ailleurs chez eux depuis 18 ans. Ma maman est décédée à 4 ans, mon papa a pris sa retraite là au mois d'avril. Donc quand il nous a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, forcément la question s'est posée de qu'est-ce qu'allait devenir Lucienne. Et comme maintenant elle fait partie de la famille, on s'est dit allez on fait quoi. Et je pense que c'est vraiment un super choix qu'on a fait parce que on revit quoi. Un choix qui n'est pas sans contrainte, puisque le couple travaille 7 jours sur 7 et ne peut s'absenter que si une autre solution d'accueil temporaire est trouvée. C'est en partie pour cette raison qu'à Esnay, un concept novateur a vu le jour. Un accueil familial collectif. 3 maisons identiques forment un hameau baptisé « Le Petit Chez Nous ». Inauguré en 2022, ce dispositif géré par Andy Espoir permet entre autres aux accueillants de bénéficier de congés beaucoup plus facilement que les familles d'accueil isolées. On est donc salariés d'Andy Espoir. Ça nous permet d'avoir le confort de récupérer notre temps de travail, d'avoir des congés, de pouvoir avoir des formations. On a quand même un staff au-dessus de nous pour nous encadrer. Cette proximité, c'est rassurant. C'est un côté rassurant en fait. Hervé, est-ce que tu veux bien montrer ton studio ? Oui. Ici, les studios des accueillis communiquent avec les maisons des accueillants. Alors quand une famille part en vacances, ce sont les 2 autres qui prennent le relais. Quand Sonia est en vacances, je viens chez Marie. Et comment ça s'appelle, Nicolas. Ouais. Et ça se passe bien ? Ouais. Oui. Ça se passe bien, oui. 88 accueillants familiaux exercent actuellement en Vendée. Un nombre que le département aimerait voir augmenter pour pouvoir répondre à la demande. Devant chez toi ? Et Blandine et Anthony, que vous avez vu au début du reportage, viennent également de lancer une association, Andy Rosalie. Ils espèrent recueillir des fonds pour acheter une Rosalie électrique qui permettrait aux accueillants familiaux de se promener avec leurs résidents. Vous pouvez les contacter via leur page Facebook Andy Rosalie. Et en attendant l'arrivée de cette Rosalie, eh bien, il y a la mer qui est désormais encore un peu plus accessible aux fauteuils. Le petit Nassien qui assure chaque été des balades entre les Sables d'Olonne et l'île de Ré vient d'être labellisé tourisme et handicap. C'est une première pour un bateau dans la région. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux personnes handicapées des promenades dans la baie sablaise grâce à des sièges amovibles, des toilettes adaptées ou encore des inscriptions en braille. À la barre, on a Kevin Quentin, ancien navigateur international en compétition paralympique. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe. Et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Des gros travaux pendant tout l'hiver. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant, comme je dis, en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. L'été est donc bien là, les touristes aussi, et avec le retour de la saison estivale, revient également la question de la gestion de l'eau. C'est un enjeu majeur en Vendée tous les ans. Cet été, une campagne voit donc le jour dans une trentaine de campings du département. L'objectif, mesurer dans un premier temps les consommations en eau des vacanciers, mais aussi celles des hébergeurs, pour ensuite trouver des solutions d'économie à long terme. Alexandre Lenaour. Voici l'un des 175 compteurs dont les résultats seront particulièrement suivis cet été. Financés par Vendéo, ces derniers doivent permettre un calcul plus juste de la consommation d'eau. On va réussir dans quelques mois, à la fin de la saison, à avoir une cartographie, une mesure assez fine des consommations d'eau dans les campings, afin d'abord, pour 2024, de mettre en place une série de conseils, d'éco-gestes, et puis dans un deuxième temps, se dire, voilà, on a identifié un certain nombre de points noirs, et donc on va aller soutenir, peut-être financièrement, les porteurs de projets, afin de limiter la consommation d'eau. Porté par un partenariat entre Vendée Expansion, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie en plein air et Vendéo, une trentaine de campings participent à l'étude. Un échantillon de camping
très large, qui va du petit camping au très gros camping très équipé. Et ça nous permettra d'avoir des chiffres qui seront fiables. Donc il y a la piscine évidemment, mais il y a aussi les sanitaires collectifs qui sont à prendre en compte. Donc dans ces sanitaires, il sera posé différents compteurs sur les toilettes, les lavabos, les douches et j'en passe. Ça va nous permettre de pouvoir affiner nos investissements pour faire des économies d'échelle. Dans ce camping, 2 hébergements servent donc de test. L'établissement a entrepris depuis plusieurs années des mesures pour sensibiliser sa clientèle familiale. Cette fontaine à eau payante, installée depuis 5 ans, a par exemple permis de réduire drastiquement la quantité de déchets plastiques. Nous accueillons pas loin de 1500 vacanciers quand le camping est à son plein. Donc forcément, les usages de nos différents vacanciers vont représenter une grande partie de cette consommation d'eau. Et le deuxième point de consommation va être la piscine qui, elle aussi, consomme notamment une quantité non négligeable d'eau. En moyenne, 30 litres d'eau sont renouvelés quotidiennement pour chaque baigneur. Ça consomme environ 25% de notre consommation totale de l'eau. C'est très important. Oui. Après cette première phase d'observation viendra ensuite un plan d'action sur mesure pour les établissements participants. Pas d'objectif chiffré en vue, Vendée Expansion l'assure. L'idée est de produire l'effort le plus significatif possible. Et à Torigny, toujours en matière d'effort, c'est sur l'utilisation de la voiture que l'épicerie associative Coquelicot voudrait donner un coup de frein. Elle lance mi-septembre le défi Roule tout doux. C'est une semaine presque sans voiture pour laquelle vous avez encore quelques jours pour vous préparer. Les organisateurs voudraient montrer qu'il existe des solutions pour rouler autrement et ce, même dans une commune rurale. Parfois, ça serait nécessaire d'avoir des aménagements, des pistes cyclables, enfin des espaces sécurisés en fait, pour pouvoir circuler facilement à vélo notamment, quoi. Mais après, c'est aussi avoir des commerces locaux pour éviter d'aller dans les villes proches pour faire ses courses. C'est aussi d'avoir des services publics locaux, d'avoir des alternatives aussi locales qui nous éviterait de prendre la voiture, quoi. C'est un défi individuel, c'est s'engager pendant une semaine à faire des choix différents et puis aussi faire avancer le sujet et puis pouvoir imaginer la mobilité de demain, comme on dit. Et cette semaine presque sans voiture, ce sera donc du 16 au 23 septembre à Torigny. Tout le monde peut y participer, il faudra juste assister à la réunion d'information du 16 septembre prochain. Quelques idées d'occupation maintenant pour vos prochains jours. L'été en Vendée, tout ne se passe pas uniquement sur le littoral. Même les communautés de communes du bord de mer ont des sites à découvrir dans les terres. Exemple avec Gauche-à-Langois qui organise des visites et des ateliers à partir de samedi dans les 11 communes de son territoire. 150 rendez-vous sont au programme, comme ici à la ferme du Pas de Lille du côté de Saint-Gervais. Adélaïde Chaplot. Avec l'été, la ferme du Pas de Lille ouvre une nouvelle fois ses portes, l'occasion pour ses exploitants de mettre en avant leur profession et de casser les idées reçues à son sujet. On va les faire visiter tous les bâtiments. Si on a la chance d'avoir les petits pendant la visite, ça peut être sympa. Puis jusqu'à aller dans les prés, voir les canards. Parce que nous, on est pareil éleveurs de canards, mais qu'en plein air. Donc pas de bâtiments, ils ne sont pas enfermés, c'est H24 dehors. Une visite en plein air pour profiter du charme des lieux, mais l'éleveur y voit un tout autre atout, celui de faire connaître son processus de production. Un petit local de vente pour faire voir tout ce qu'on fabrique à la fin. Donc les gens verront vraiment le début du canard jusqu'à sa transformation dans l'assiette. Et puis effectivement après des petites dégustations sympathiques dans un lieu au top. Cette visite à la ferme du Pas de Lille n'est qu'un exemple parmi les 150 activités. Des événements à retrouver tout au long de la saison estivale proposée par Challangois Communauté. L'intérêt, c'est de proposer une expérience, une immersion sur notre territoire qui n'est pas dotée de plage, mais qui a d'autres atouts. Des atouts qui seront regroupés à travers 5 rendez-vous thématiques animés par des professionnels, artisanat, production, patrimoine, nature et des rendez-vous en soirée. C'est la force de cette proposition. Vous n'avez pas une tablette ou un petit document imprimé, vous avez systématiquement une médiation. Donc la visite guidée, par exemple, que vous allez pouvoir faire, vous avez un médiateur culturel. Les sites de découverte gastronomique, bien évidemment, vous avez les artisans. Les fermes, les cabanes ostréicoles, vous avez systématiquement le producteur ou l'artisan qui vous présente son savoir-faire et puis, si possible, sa production à la fin à déguster.
Pour participer, prenez contact avec l'un des offices de tourisme de la communauté de communes. Et nous allons terminer avec notre série de petits conseils très pratiques pour l'été. Après la conduite à tenir en cas d'orage et l'enregistrement des personnes isolées pendant l'été, place à la SNSM. Quelques rappels bien utiles, vous allez voir, pour tordre le cou aux idées reçues sur les journées à la plage. Écoutez. Il ne faut pas vraiment attendre 2 heures pour aller se baigner après manger. Ce qui est bien, c'est de faire une entrée progressive dans l'eau. Quand on a chauffé pendant un certain temps sur le sable et qu'on va dans l'eau, c'est bien de faire attention à rentrer progressivement dans l'eau, de se mouiller éventuellement la nuque, le derrière de la tête. Il n'y a pas besoin d'uriner sur les les brûlures de méduses, ça ne servira à rien. Ce qui est intéressant de faire sur la plupart des méduses qu'on a, juste disposer du sable sec sur l'endroit où vous êtes fait brûler par la méduse, sans frotter, l'installer et puis le venir le rincer avec de l'eau de mer. Ça permet de décoller les filaments qui se sont mis sur la peau. Et si vraiment ça finissait par durer, ne pas hésiter à passer au poste de secours, on utilisera d'autres moyens pour enlever les filaments. Et la suite des conseils de la SNSM, ce sera demain. Et vous l'avez vu, si vous avez des questions, notamment sur les piqûres de méduses, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà pour l'actualité du jour. On regarde la météo à présent, avec un ciel un petit peu couvert. C'est ce que nous disons depuis 7 heures. Mais surtout, c'est qu'il fait presque froid ce matin en Vendée. 14 degrés à Pouzauges. A priori, nous n'aurons pas plus bas sur la fin de matinée dans le département. 15 degrés dans le centre, 16 pour le sud, 17 sur le littoral, jusqu'à 18 dans nos îles Dieu et de Noirmoutier. C'est la fin de ce flash. Comme il est 8h17, il est urgent de retrouver notre invité du jour. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on va repartir dans les cours d'école. Bonjour Jocelyn. Bonjour Caroline. Jocelyn Baudry, alors vous êtes concepteur végétal, c'est pas paysagiste, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite différence. Vous nous proposez du garden staging, ce qui correspond un peu au home staging. Alors je préviens avant, promis, on va traduire dans 2 secondes, c'est juste qu'on donne les grands principes. En fait, vous faites de la mise en scène dans les jardins, c'est ça ? C'est ça, absolument. La mise en scène dans les jardins, l'idée effectivement est de... On a vécu des périodes pas forcément évidentes pendant les confinements. On s'est aperçu que le jardin était quand même une pièce à vivre, mais on ne sait pas toujours comment faire. Donc l'idée, c'est d'accompagner les particuliers à revoir leur jardin et en faire une pièce à vivre. Alors ça fait plaisir parce qu'il y a quelques semaines, à votre place, on a reçu un paysagiste, un représentant des paysagistes à l'échelle de la Vendée qui nous disait que les gens avaient plutôt tendance maintenant à vouloir enlever presque l'herbe et le végétal des extérieurs pour émettre des cailloux, des minéraux, bref, ne plus avoir à passer ni la tondeuse ni le râteau pour enlever les feuilles. Là, vous êtes un peu en train de nous dire l'inverse, c'est qu'on retrouve l'aspect, l'utilité des arbres et des végétaux sur nos extérieurs. C'est essentiel. Oscar Wilson disait à une époque ce qu'on appelle la biophilie. En fait, la biophilie, c'est l'attrait qu'on a de façon innée sur tout ce qui est vivant. Donc le jardin doit être vivant. Un jardin minéral n'est pas un jardin vivant. Il y a des sujets aussi de biodiversité, des sujets de changement climatique qui fait que se mettre à l'ombre d'un arbre, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'à l'ombre d'un parasol. Voilà. Il y a aussi tout ce qui touche autour du vivant. Donc la biodiversité, c'est une façon aussi de, chacun sa part, d'apporter sa part sur le changement climatique. La biodiversité, c'est la diversité de tout ce qui est vivant, donc observer les insectes, voilà. Et pour les enfants, c'est aussi une façon de leur apprendre, tout simplement, l'importance de la nature. Eh oui, alors on va y venir, ça, à nos cours d'école. Le garden staging, c'est l'équivalent du home staging, c'est-à-dire je change avec ce que j'ai déjà à la maison ou dans mon jardin ? On change avec ce que l'on a et on peut aussi changer avec à coût réduit, simplement en apportant plus de diversité végétale, plus de plantes fleuries. Je travaille beaucoup sur des plantes vivaces, qui sont des plantes qui ne sont pas très très chères à l'achat et qui se développent très rapidement, avec l'idée d'échelonner les floraisons, printemps, été, automne et aussi hiver, de penser plantes persistantes et plantes caduques. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un espace à vivre qui soit différent suivant les saisons, mais qui soit toujours agréable à vivre. Et toujours avec la problématique de l'eau, je suppose également en toile de fond. On en parlait dans le journal à l'instant. Dans les jardins, c'est pareil. On a régulièrement des arrêtés préfectoraux qui nous demandent de ne plus arroser. Donc il faut qu'on arrive à planter sans avoir besoin de beaucoup d'eau derrière. C'est le sujet. L'eau sera la richesse de demain probablement. Donc c'est un sujet effectivement où on va sélectionner des végétaux qui vont plutôt être des végétaux peu gourmands en eau. Il y a des solutions simples qui existent, notamment le paillage des sols. Il est essentiel de pailler. Quand on dit pailler, c'est pas pailler avec une toile plastique. C'est vraiment pailler avec ce qu'on appelle des plaquettes, donc des écorces différentes. Et lorsqu'on paille sur 15 cm par exemple d'épaisseur, ça équivaut à 10 arrosages. Donc on peut 10 arrosages ? Absolument. Un paillage, ça vaut 10 arrosages. Ça veut dire que lorsqu'on installe des végétaux et qu'on paille le sol, on arrose une fois et on est tranquille. Il y a un phénomène en fait ça évite l'évaporation de l'eau et ça permet de redonner aussi de la vie au sol tout simplement.
Voilà. Ensuite, on peut imaginer l'installation de systèmes de goutte à goutte qui, combinés au paillage, font un combo excellent puisque on va dire que un goutte à goutte, c'est à peu près sur 1 mètre linéaire, c'est 4 litres d'eau consommée, donc c'est infime. Et puis, laisser les végétaux s'installer, et au bout de 2 ou 3 ans, lorsque les végétaux sont bien installés, la consommation d'eau est relativement minime. Et c'est un vrai sujet. Là. Autosuffisant. Alors, ce sont des méthodes qui séduisent les communes qui veulent remettre un petit peu de végétal donc, dans les cours d'école. Alors, c'est d'ailleurs étonnant. Ça, c'est un peu une réflexion personnelle, mais je pense qu'on est plusieurs à se la partager. Pourquoi il n'y a plus d'arbres dans les cours d'école aujourd'hui ? C'est une vraie question. Il reste encore des arbres, mais voilà, on a traversé une période où on a peut-être jugé bon de mettre plutôt de l'enrobé pour des questions d'entretien, pour des questions peut-être de sécurité aussi. Et on se retrouve aujourd'hui avec effectivement des arbres qui sont entourés d'enrobés, qui sont même parfois, dans les racines, sont parfois même recouvertes de résine. Donc il n'y a plus aucune vie aujourd'hui au niveau du sol. Et on s'aperçoit que finalement, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut réouvrir les sols, il faut redonner des espaces de confort, de bien-être aux enfants. Alors pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Alors, cette action, c'est du côté de Cugan, notamment. Vous avez travaillé cet hiver. Antoine, tu vas pouvoir nous montrer les photos d'ateliers. Vous avez rencontré, c'est ça, différents acteurs cet hiver, la municipalité, mais aussi des enfants dans la cour d'école pour que chacun dise un petit peu ce qu'ils veulent. C'est ça, absolument. C'était un moment passionnant. Donc, c'était à l'initiative des élus de la commune de Cugan qui a souhaité monter ce projet de revégétalisation des cours d'école, donc école primaire, école maternelle et restaurant scolaire. Et la municipalité, en fait, a souhaité le faire sous forme participative. Donc, nous avons créé un groupe d'une 30aine de personnes avec des parents d'élèves, avec des enfants, du conseil municipal des enfants, avec les chefs d'établissement, etc. Et pendant 4 ateliers, nous avons réfléchi, pensé, et c'est eux qui ont conçu les futurs jardins des cours d'école. Avec les envies. Tiens Antoine, affiche-nous Cugan, l'affiche de Cugan, justement, parce qu'il y a eu un système de petits post-it, d'après ce que j'ai compris. Là, c'est ce qui en est sorti, c'est ça ? Ce sont les volontés à l'issue des ateliers ? Alors, pas tout à fait. Là, on est sur les outils mis à disposition. L'idée était d'abord de travailler avec des post-it sur une question, c'est qu'est-ce que je souhaite que cela apporte aux élèves ? Donc, chacun a pu répondre sur un post-it à cette question. Ça a défini donc, les objectifs du projet. Et ensuite, ces post-it-là ont été des exemples et chacun a pu dessiner donc les arbres, les pieds de mur, les nichoirs, les tables, etc. sur des post-it et les poser sur un plan. Donc l'idée était de parler d'usage, ça c'est essentiel dans la conception. Qu'est-ce que je souhaite et à quoi ça sert et où je le souhaite. Et c'est vraiment illusoire parfois ce qu'ils demandent ou finalement ce sont des demandes assez simples ? C'est très simple. En fait, au départ, on peut imaginer que ce projet est un peu complexe et finalement, quand on laisse passer du temps, c'est très simple parce qu'on est guidé par le bon sens. Tout simplement. Et le bon sens paysan, en l'occurrence. Donc voilà, savoir où est-ce que je mets une assise. L'assise, elle va être au pied de l'arbre. C'est du bon sens. Si je la mets en plein soleil, voilà. L'hôtel à insectes, les nichoirs à oiseaux, voilà, c'est que du bon sens. Et finalement, ça s'est très bien déroulé. Absolument parfait. Donc là, on a sur Cugan ce travail qui a été fait. Et c'est la même chose à Tiffauges qui a été lancé. Alors, on est obligé d'avancer assez vite. Et c'est un sujet où on pourrait dire plein de choses. Là, on est parti du côté de Tiffauges cette fois-ci. C'est au collège, hein, c'est ça que le travail se fait ? C'est au collège Saint-Nicolas à Tiffauges, effectivement, dirigé par Séverine Soulard. Alors là, c'est sûr, ça manque un petit peu de verre. Mais comme dans beaucoup d'endroits, hein, comme dans beaucoup d'établissements. Donc là, c'est le travail avant, enfin c'est le produit brut. Et après, voilà, c'est ça que vous allez travailler. Exactement. Donc là, c'est un projet qui a été, non pas en participatif, mais qui a été conçu par nos équipes. Donc il y a eu un premier rendez-vous avec le comité de direction de l'établissement pour parler encore une fois d'usage et parler de où je veux, ce que je veux, pardon, et où je le veux. Et donc ensuite, nous avons travaillé avec une certaine vue 3D sur le positionnement des espaces de nature dans la cour d'école, sans oublier un point important, c'est qu'il faut conserver de la place pour que les enfants puissent jouer, le fameux terrain de sport, beaucoup d'assises. Et les travaux ont démarré lundi dernier. Les travaux de terrassement ont démarré lundi dernier. Donc voilà, ça va être quelque chose qui va être opérationnel au rythme des saisons, mais probablement à la fin de l'automne. Bah logiquement, au rythme des saisons, heureusement. Merci Jocelyn Baudry. Donc Green Life Experience, c'est le projet que vous menez à titre personnel et donc vous intervenez donc pour l'instant à Cugan, à Tiffauges. Il y a d'autres communes dans les valises ? Il y a d'autres communes dans les valises. Ah, on aura l'occasion d'en reparler alors. Merci à vous d'être venus sur le plateau de la matinale pour développer tout ceci. Et si vous êtes à la tête d'une commune vendéenne, moi je dis ça, je dis rien, peut-être que vous êtes intéressé par la revégétalisation de la cour d'école, eh bien n'hésitez pas. Vous aurez le replay, notamment de notre invité, si vous voulez avoir plus d'informations sur tvvendée.fr. Merci Jocelyn. Nous concernant, on va passer au jeu.
Alors là, du vert, les coureurs du Tour de France, normalement, ils vont en voir aujourd'hui puisqu'ils arrivent dans les Pyrénées. Et c'est la question de la semaine. Quel est le coureur vendéen qui fait partie du team Total Energy sur ce 110e Tour de France? Vous avez jusqu'à vendredi après-midi, vendredi midi même, pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. À la clé, 2 gagnants qui repartiront chacun avec l'édition 2023 du guide du Petit Futé. Et l'indice de ce jour, eh bien, c'est sa 3e participation au Tour de France à ce coureur vendéen. Je suis en train de regarder le reste des indices. Non, alors comme je suis sympa, je vais vous en donner un autre aujourd'hui. Figurez-vous que son nom se termine en EAU. Ah, je vous aide pour un coureur vendéen. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller chercher la composition du team Total Energy pour ce 110e Tour de France. Vous aurez sans doute la réponse. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la toute dernière ligne droite de cette matinale de mercredi. À tout de suite.